La pluie cessa à 4 heures du matin, et un violent vent d'ouest balaya les rues vides. Le commissaire, assis sur le lit de M. Hir, se frottait les yeux, se levait à regret. « À toi !» dit-il à l'inspecteur. « Quelle heure est-il » Il faisait jouer tous ses muscles pour se réveiller. Son veston avait des faux plis dans le dos. Pendant que son compagnon s'installait à son tour, il ouvrit machinalement la boîte de carton qu'on avait trouvée au fond de la garde-robe, et qui contenait le sac à main de la femme assassinée, un sac ordinaire, décoré d'une tête de cerf, à la doublure de soie usée et imprégnée de poudre. « Vous m'éveillerez !» Le commissaire regardait le sac avec de gros yeux pleins de sommeil, tripotait l'intérieur, les billets de banque, la houppette, le bâton de rouge et un paquet de cigarettes à peine entamé. Ou bien le bougre est rudement fort, ou c'est un imbécile, grommela-t-il en remettant le sac à sa place. Et il bourra une pipe, regarda le ciel où des nuages gris et blancs couraient sur un champ lunaire. M. Hir, attablé devant une bouteille de champagne, répétait avec obstination « Non, je vous assure, n'insistez pas !» Sa voisine ne renonçait pas encore, et fumait, appuyée à l'épaule de l'homme, un sein contre lui. « Tu n'es pourtant pas bâti autrement qu'un autre. »« Je suis fiancé. » C'était la première fois qu'il prononçait le mot. Il en était si ému qu'il ne comprenait pas l'obstination de sa compagne. « Qu'est-ce que ça peut faire ?»« Non !» Elle se leva enfin, lasse et méprisante. « Si tu crois qu'elle ne te fait pas cocu, ta fiancée. » Mais il ne broncha pas. Le cabaret était presque vide. M. Hir était blotti dans un coin, et les musiciens le regardaient d'un air morne, en se demandant quand il se déciderait à partir. « Garçon !» Il y eut un moment d'espoir. « Donnez-moi de quoi écrire. »« Je ne sais pas si on peut, » grommela l'autre en s'éloignant. Il discuta avec le gérant, en regardant de loin M. Hir. Les deux femmes, qui avaient attendu jusque-là, se rhabillaient, serraient la main des musiciens et s'en allaient. Enfin, le garçon apporta une petite bouteille d'encre violette, un porte-plume à 1 sou et une feuille de papier quadrillé avec une enveloppe. « On ferme dans 5 minutes, » annonça-t-il. Le saxophoniste interrogea le régent du regard, et celui-ci lui adressa un signe négatif. Pas la peine de jouer. Les musiciens pouvaient ranger leurs instruments et partir. La plume crachait, accrochait le papier poreux. « Monsieur le procureur de la République, j'ai l'honneur de vous faire savoir que l'auteur de l'assassinat de Villejuif est un jeune homme de cette localité, qui doit exercer la profession de mécanicien et qui se prénomme Émile. J'ignore son nom de famille et son adresse, mais je sais qu'il se rend chaque dimanche au stade de Colombes. Il est de taille moyenne et porte d'habitude un chapeau de feutre d'un brun rosé. Recevez, monsieur le procureur, l'assurance de mes sentiments de très haute considération. » Il ne signa pas, traça l'adresse, demanda un timbre. Quand la lettre arriverait à destination, il serait loin, en compagnie d'Alice. « 150 francs, » articula le garçon à bout de patience. Il y avait déjà, par-ci par-là, des pavés qui séchaient, et on entendait, au-dessus des rues, la chanson du vent dans les tuiles. Une charrette, de temps en temps, déclenchait un vacarme persistant, et on suivait les pas d'un passant à travers tout un quartier. Ils étaient 10 à peu près, collés contre la porte de la gare de Lyon. Certains, qui avaient posé leurs bagages par terre, étaient assis dessus et sommeillaient. Derrière eux, dans la gare vide et close, un train sifflait parfois. Il faisait très froid. Un petit bar s'éclaira dans la rue.
Un homme circula dans les salles avec une lanterne, ouvrant des portes, en refermant d'autres, remuant des objets sonores. M. Hir était fatigué à en avoir le vertige, mais ce n'était qu'un moment à passer. Le plus mauvais, la transition entre la nuit et le jour. Il fermait ses yeux 1 minute ou 2, et c'était une volupté tant ses paupières étaient brûlantes. Il souriait vaguement à ses pensées. Les pas, à l'intérieur, se rapprochèrent de la porte. Une clé grinça. On retira des barres de fer, et les dormeurs se levèrent, tout fripés, s'enfoncèrent dans le hall béant comme une cloche. Il n'y avait qu'un guichet d'éclairé. M. Hir le vit le premier, dut attendre que l'employé eût changé de veston et rempli d'encre son stylo. 2 secondes classe, Genève. Aller et retour? Aller simple. Il était frémissant, tout à coup. Ses doigts fouillaient en tremblant les poches de son portefeuille. C'est à 5h44, n'est-ce pas? 43. Et l'employé le regardait lourdement, regardait les moustaches, les mains, le portefeuille. Il se pencha même quand M. Hir s'éloigna en sautillant et pénétra à la buvette. La gare se peuplait. Un garçon rangeait des croissants dans de petites corbeilles et un autre traçait sur le plancher des demi-cercles à la sciure de bois. À 5h10, 2 hommes étaient assis dans un coin du buffet, et l'un d'eux murmurait en relisant une fiche qu'il avait à la main. C'est lui. M. Hir regardait l'horloge, puis la porte, puis encore l'horloge, puis sa montre. Combien? Il parlait d'une voix sèche et catégorique. Je suppose que le train de Genève est en gare. 3e voie. Mais, avant tout, il alla regarder la rue. Ce n'était pas encore le jour. Il ne s'annonçait même pas, et pourtant le ciel était plus pâle, peut-être à cause de la lune, et les premiers tramways, les taxis qui convergeaient vers la gare, les bars déjà éclairés, faisaient que ce n'était déjà plus la nuit. Dans les autres gares aussi, des hommes qui avaient en poche le signalement de M. Hir dévisageaient les voyageurs. Le train était long. Une partie dépassait le hall vitré, tout au bout des voies, où il faisait plus frais. M. Hir avait choisi son wagon, ses 2 places. Et maintenant il était debout sur le quai, anéanti par la solennité du moment. L'aiguille de la grande horloge avançait par saccades, minute par minute, avec chaque fois un bruit de mécanisme qui se déclenche. Le quai se peuplait, les employés du train circulaient, et aussi le marchand de journaux, la petite voiture avec le chocolat et la limonade. À 5h40, quand le convoi eut un sursaut comme pour essayer ses forces avant le départ, M. Hir sentit ses genoux trembler et se souleva sur la pointe des pieds pour voir par-dessus les têtes. Soudain, il se précipita, haletant, parlant tout seul, de joie, car il avait aperçu un chapeau vert. Mais, quand il fut à 10 mètres, il s'aperçut que c'était une petite dame boulotte, avec un enfant sur le bras, qu'on aidait à se hisser en 3e classe. Les 2 inspecteurs se tenaient prêts à l'empêcher de partir. Comme M. Hir, il se démanchait le cou pour voir le bout du quai, curieux de savoir qui allait apparaître. Il n'apparut personne. Le train siffla. Un employé courut en fermant les portières. M. Hir espérait encore. Il était tendu à en avoir mal partout. N'est-ce pas ainsi qu'il avait imaginé le départ? Toujours il avait pensé qu'Alice accourrait à la dernière seconde, et qu'il faudrait l'aider à sauter sur le marchepied, tandis que le train s'ébranlerait. Il trépignait. Il grimaçait et souriait tout ensemble, avec une larme d'impatience dans ses yeux. Et voilà qu'il avait l'impression que le quai bougeait.
Ce n'était pas le quai, c'était le train qui démarrait, prenait peu à peu de la vitesse. Les portières défilaient avec des visages, des mouchoirs agités. Les mains dans les poches, il marcha en dandinant les épaules, comme pour faire passer son désespoir. « Billet !» M. Hir tendit le sien, et on le rappela. « Ce n'est pas un billet de quai, c'est... ça va. » Et l'employé suivit curieusement des yeux le dos du pardessus noir, le col de velours, les petites jambes frémissantes qui s'éloignaient. M. Hir aurait bien voulu pleurer. Il restait debout au-dessus des marches de l'entrée d'honneur, à regarder la place dont les pierres blanchissaient insensiblement. Il ne savait pas ce qu'il avait. C'était complexe. Il avait froid, un drôle de froid subtil qui pénétrait sa chair comme des aiguilles, alors que sa peau était moite. Il avait peur. Il pensait à la lettre qu'il avait jetée dans la boîte, à Émile, au policier qui allait à nouveau marcher derrière lui, au commissaire qui lui lançait des phrases méchantes comme des coups. Il avait faim. Faim ou soif, il ne savait pas. Et chaud aussi. Il ne se sentait pas bien sur ses jambes, mais il n'avait pas non plus le courage de s'asseoir dans la buvette. Peut-être qu'Alice était en retard. Peut-être qu'Émile l'avait empêché de s'en aller. Peut-être allait-elle arriver d'une seconde à l'autre. Il regardait les gens sortir de tous les taxis qui s'arrêtaient à quelques mètres de lui. Et les gens le regardaient, car il avait vraiment l'air d'un policier en surveillance. 6 heures. Le ciel pâlissait toujours. Des autobus déferlaient dans les rues, et il n'avait pas le courage de s'en aller. Il faisait quelques pas, descendait quelques marches, puis les remontait. Elle n'a peut-être pas trouvé de taxi. Et il calculait le temps que cela représentait de venir en tramway de Villejuif. De la poitrine, de l'estomac, l'impatience tombait sur la vessie, et il dut s'isoler, quitte, ensuite, à arpenter la gare en tous sens, car Alice pouvait être entrée pendant ce temps-là. À 6h30, les lumières de Paris s'éteignirent toutes ensemble. Il faisait jour. Le vent emportait des bouts de papier le long des trottoirs déserts où traînaient des plaques de pluie. M. Hir marcha, entra dans un bar. Il avait choisi le plus petit, le plus miteux, aux murs ornés de carreaux de faïence. Un coude sur le comptoir, il but du café, essaya de manger un croissant, mais le repoussa à peine entamé. Quand il se retourna pour gagner la rue, il vit 2 hommes qui stationnaient au bord du trottoir. Il parcourut une centaine de mètres, et, faisant volte-face, aperçut les 2 hommes derrière lui. Il marcha si vite, sans savoir lui-même pourquoi, que les gens se retournèrent sur son passage. C'était comme un vertige, une panique. Il s'enfonça dans la première bouche de métro, et les 2 hommes le suivirent sur le quai. La lettre était partie. À midi, elle arriverait à destination. Puisqu'elle n'était pas venue, Alice devait être occupée à placer ses bouteilles de lait devant les portes. Elle portait des sabots, le matin, mais elle les laissait au bas des escaliers pour ne pas faire de bruit et marchait sur ses chaussons de lisière verte. Elle n'était pas lavée. Elle remontait chez elle vers 8 heures pour faire sa toilette, quand elle avait servi le petit déjeuner à ses patrons. Mais, de jour, on ne l'apercevait guère à travers les carreaux sales, à cause de la lumière rare de la cour. Le métro s'arrêtait, repartait. M. Hir oubliait de regarder le nom des stations. Pourtant, quand on fut à Italie, il descendit, tant il en avait l'habitude. La vie de Paris avait eu le temps de naître pendant qu'il était sous terre. Des camions et des autos se suivaient à l'infini pour entrer dans la ville, et les tramways dégorgeaient leur plein d'ouvriers et d'employés. D'ouvriers surtout, car les employés commencent le travail plus tard.
Qu'allait-il faire? Alice n'était pas venue. Il ne se demandait même pas si elle l'aimait ou si elle ne l'aimait pas. Il ne se l'était jamais demandé. Il s'était demandé seulement s'il l'aurait, à lui, et il lui avait montré les 80 000 francs. Ce n'était pas du cynisme, c'était de l'humilité. Or, elle n'était pas venue, malgré les bons du trésor, et il ne comprenait plus. Il perdait pied. Il se souvenait sans savoir pourquoi de la gamine au tricot rayé de bleu et de rouge, qu'il avait regardée avec méfiance, puis avec une sorte de colère. Pourquoi? Il attendait un tramway pour Villejuif, et il voyait toujours ses deux suiveurs. Il était triste à nouveau, non plus impatient, mais triste, d'une tristesse chaude et intime comme des larmes. C'était l'heure où, rue Saint-Antoine, il commençait jadis à accrocher les vêtements de confection sur des tringles et à arrêter les passants. À la prison, où on se lève tôt, c'était le moment de la promenade dans le préau, l'un derrière l'autre, en silence, l'oreille tendue à la rumeur de Paris qui naissait au-delà des murs. Son pardessus était encore saturé de pluie aux épaules, et le glaçait. Un tramway arriva. Il était vide comme le sont tôt matin les tramways qui s'en vont en banlieue. Le receveur reconnut M. Hir, puis regarda les deux hommes qui s'asseyaient un peu plus loin. Le décor défila, toujours le même. La maison de produits pharmaceutiques à gauche, puis la réclame gigantesque pour un savon, puis la montée où il y avait toujours des travaux. M. Hir se sentait tout pâle. Ses paupières picotaient, mais il n'osait pas les fermer, comme s'il eût couru le danger de s'endormir. Et, bien qu'il n'eût rien mangé, il avait comme une envie de vomir. Il vit la rue qu'il prenait pour gagner la grande maison en pavé de faïence, où la buée des bains régnait au long des couloirs. Cela ne lui fit aucune envie. Il ressentit même une sorte de dégoût. « Billet, s'il vous plaît. » Il en avait toujours un carnet en poche, et un carnet de tickets de métro. Il savait le prix de chaque parcours. « Merci. » Il lui manquait quelque chose. Il regarda ses genoux et comprit que c'était sa serviette de cuir noir. Cela le dérouta. Ce qui le dérouta le plus, ce fut d'être incapable de se souvenir, lui qui avait une mémoire prodigieuse, de l'endroit où il l'avait laissée. C'était sans importance. Elle ne contenait rien d'intéressant. Mais il aiguilla son esprit dans cette voie, tendit toutes ses facultés dans ce sens. Où l'avait-il laissée? Pourquoi n'était-elle pas posée à plat sur ses cuisses, comme toujours? Au début, il devait faire un effort pour y penser. Mais bientôt, ce fut une véritable fièvre. Il voulait savoir. Il plissait le front. Il fronçait les sourcils. Il pinçait les lèvres et regardait droit devant lui d'un air féroce. Alice descendit la première et aida la patronne à verser le contenu des 3 boîtes à lait dans des bouteilles et à les boucher d'un rond de papier bleu. À ce moment, la crèmerie était encore fermée, volet clos, et à moitié envahie par l'eau de pluie. « Tu te dépêcheras de tout nettoyer avant 7 heures. » Il y avait 2 hommes en faction dehors, et le bistrot du coin, celui de droite, était déjà éclairé. Alice, de loin, reconnut au comptoir Émile, qui n'avait pas dû se coucher et qui avait un petit verre de rhum à côté de son café. Sa robe n'avait pas séché depuis la veille et tombait raide sur ses mollets. Des camions vides revenaient des halles. Du côté de la campagne, c'était plus humide que du côté de Paris, parce que les terres sont plus lentes à sécher que les pavés, et que les arbres mettent des heures à s'égoutter. Une porte s'ouvrit, au premier, comme elle déposait un litre de lait.
et un homme questionna, son rasoir à la main. « On l'a arrêté ?»« Pas encore. » La concierge l'appela alors qu'elle redescendait. Elle avait passé une nuit de cauchemar, car à chaque instant, il lui semblait que sa fille ne respirait plus. Alors elle allumait, voyait le visage congestionné de la gamine, ses narines dilatées. Elle éteignait, écoutait un moment le souffle de l'enfant, mais se réveillait en sursaut un peu plus tard, et tendait en vain l'oreille. Elle était pâle. Elle s'était peignée n'importe comment. « Ils sont toujours là ?» questionna-t-elle en montrant les étages supérieurs. « J'ai vu de la lumière. »« Il pleut encore ?»« Non, mais il y a du vent. » Et Alice s'occupa des maisons voisines, rapporta à la crèmerie, dont la patronne retirait les volets, toutes les bouteilles vides. L'inspecteur venait de descendre et la regardait à travers la vitre avec l'air de l'attendre. « Ils sont toujours là, » dit la patronne, tout comme la concierge. L'inspecteur souriait, faisait des signes que la servante ne comprenait pas. Il voulait expliquer qu'il n'avait pas pu la rejoindre dans sa chambre, mais que ce n'était que partie remise. Il avait les joues grises de barbe. Soudain, le patron du bistrot, en tablier bleu du matin, le rejoignit et l'entraîna vers son débit. « Tu peux éteindre maintenant !» cria la crémière de l'arrière-boutique. Il faisait à peu près clair. Seul le bistrot et les tramways restaient éclairés. De loin, Émile devait apercevoir Alice derrière la vitrine, et elle le vit, de son côté, commander un second café arrosé. Puis ce fut l'inspecteur qui revint en courant, trouva la servante sur le seuil, dit en passant « Il arrive !»« Qu'est-ce que c'est ?» glapit la crémière. « Monsieur Hir va arriver !» La concierge était sur le seuil, les yeux inquiets, courte sur jambes, cherchant Alice. « Je crois qu'ils vont l'arrêter. Et moi qui attends le docteur. » Des portes s'ouvraient et se fermaient dans la maison. Le locataire du premier regarda dans la rue, des deux côtés. « C'est vrai qu'il arrive ?»« Attends-moi, Georges !» criait une voix d'en haut. Et le boucher sortait du bistrot, parlait à quelqu'un qui lui offrait une cigarette, s'approchait avec lui de la maison et s'arrêtait à quelques pas de la porte. La concierge le regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« On va l'arrêter. » Il arrêtait, lui, une camionnette qui longeait le trottoir, conduite par un de ses copains. « Viens voir par ici. » Une femme descendait, puis une autre. « C'est vrai ? » ?»« Quoi ? » ?»« On a la preuve. Ils ont retrouvé le sac à main. On va l'arrêter. » On voyait, de la porte, un policier à l'arrêt des tramways, et un autre qui semblait vouloir boucher la rue transversale. « Alice, il faut ramasser l'eau. »« Je viens. » Elle rentra à regret, prit un torchon derrière la porte du fond et plongea dans l'eau froide ses mains qui rougirent. L'inspecteur, qui avait rejoint le commissaire là-haut, redescendait aussi vite qu'il était monté. « Pas d'attroupement, je vous prie. Il n'y a rien à voir. Rien du tout. » Ils étaient 10, maintenant, puis 12, et voilà qu'il en arrivait encore du bistrot et d'ailleurs. Émile s'approchait en fumant sa cigarette, mais se tenait derrière le groupe comme s'il eût désiré ne pas être vu. Les chauffeurs, en passant, tournaient la tête et se demandaient ce que signifiait cette foule, alors qu'on ne voyait aucune trace d'accident. L'agent de la circulation faisait son service, les yeux rivés à la maison. « Je vous en prie !» criait l'inspecteur qui ne parvenait pas à être écouté. « Vous allez faire tout rater !» Le commissaire était seul dans la chambre de M. Hir. Le sac à main était sur la table. De là, on n'entendait que le bruit des autos sur la route et une femme qui hurlait des injures
parce que ses enfants ne s'habillaient pas assez vite. « Dispersez-vous, vous compromettez l'action de la police !» Un tramway arrivait. L'agent en faction fit un geste de la main que tout le monde comprit en même temps que l'inspecteur. « Le voilà !» Alice lavait le seuil et continua à promener son torchon sur la pierre bleue.